Merci beaucoup d'organiser cette journée à l'UQAM. Donc, mon bureau est juste ici. C'est vraiment commode pour moi. Donc, ce que je vous propose, c'est de comprendre, mesurer, interpréter et stimuler les bonnes motivations au travail. La présentation, de la manière que je l'ai montée, j'ai fait un mi-chemin entre consultation et recherche. Donc, je vais alterner entre un et l'autre. Donc, si je suis trop vulgarisé, je m'en excuse. Et si je suis trop scientifique, je m'en excuse également. Ce que je vais vous présenter, c'est la théorie de l'autodétermination. Et dans la prochaine slide, il y a 40 ans de recherche en une diapo. Donc, vous avez 40 ans de recherche en une slide. Je vais vous accompagner dans ce graphique-là pour comprendre globalement comment la théorie de l'autodétermination explique comment l'humain fonctionne. Ce qu'on va faire ensemble, on va se concentrer aujourd'hui sur la troisième colonne, qui sont les 4 grands types de motivation que la théorie de l'autodétermination mesure et nomme. Le premier type de motivation, à main levée, qui ici a des passe-temps ou des loisirs? Bravo, vous êtes des personnes équilibrées. Quels seraient les... Moi, par exemple, j'aime beaucoup le vélo, puis je n'ai pas besoin qu'on me paye pour aller faire du vélo. J'ai du plaisir à faire du vélo. C'est le premier type de motivation, c'est la motivation qu'on va appeler intrinsèque. La motivation intrinsèque, on la comprend bien avec ses loisirs, mais ça peut aussi exister au travail. Moi, la première chose que les étudiants font dans ma classe, c'est ça. Ils me pointent leur montre. Puis là, je me dis, pourquoi ils me pointent leur montre? Ça fait 2 heures que je parle, je n'ai pas vu le temps passer, puis il faut qu'ils aillent aux toilettes. Donc, quand on ne voit pas le temps passer, lorsqu'on est absorbé dans le ici, maintenant, c'est typique de la motivation intrinsèque et c'est possible de la vivre au travail. Mais il ne faut pas croire les livres de gestion qui vous disent qu'on peut avoir du plaisir au travail tout le temps. Ce n'est pas vrai. C'est là que le deuxième type de motivation est très important. Est-ce qu'il y en a ici qui donnent du sang? OK? Est-ce que c'est la chose la plus agréable de se faire rentrer une aiguille dans le bras puis de serrer une petite balle de mousse? Est-ce que vous le faites pour le beigne puis le café qu'on vous donne après? Non. Vous faites quelque chose qui n'est pas agréable parce que ça donne du sens. Le deuxième type de motivation que la théorie de l'autodétermination mesure, c'est la motivation identifiée. Lorsqu'on s'identifie à une cause, lorsqu'on met ses talents et forces à profit dans une cause qui est plus large que soi, c'est la motivation identifiée. Donc, ce n'est pas nécessairement agréable, mais vous savez que ça contribue à quelque chose de plus grand que vous. Dans mon département, on a une rencontre par mois des assemblées départementales. C'est la journée du mois que j'haïs le plus. C'est d'un ennui mortel, c'est difficile. C'est là qu'on règle nos chicanes et conflits. Je n'ai pas de plaisir à me rendre là, mais je sais que c'est important pour contribuer à la vie de mon département. On va voir que ce deuxième type de motivation-là est très important parce que c'est le meilleur prédicteur de la performance, alors que le meilleur prédicteur du bien-être, c'est la motivation intrinsèque. Donc, vous avez la motivation intrinsèque, la motivation identifiée, et la théorie de l'autodétermination place les types de motivation dans ce sens-là parce qu'il y a un continuum d'autodétermination. On va de plus autodéterminé à de moins en moins d'autodéterminé. L'autre type de motivation, on l'appelle la motivation introjectée. Tout ce qui est relatif à l'ego, l'orgueil, la réputation. La motivation introjectée, c'est à la fois vouloir se prouver, mais aussi éviter d'avoir l'air fou. Pour payer mes études, moi, je vendais des skis dans un magasin de sport, puis il fallait puncher notre heure d'entrée et de sortie. Donc, il y avait une horloge qui nous disait à quelle heure on rentrait, à quelle heure on sortait. Juste en face de nos yeux, il y avait le classement des vendeurs du meilleur au moins bon. Que vous soyez temps plein ou temps partiel, c'est pas grave, on vous classait. Puis j'avais mon collègue Dave qui me disait, « Tu dois te sentir mal, Jacques, tu es le 21e, tu es donc bien pas bon. » Puis il disait, « Je vais regarder c'est qui est le numéro 1. Ah, c'est encore moi. » Donc, j'ai mis Dave ici. Donc, les gens qui sont orgueilleux, très compétitifs ou qui veulent se prouver, ça va être typique de ce troisième type de motivation-là, qui est à la fois approche, vouloir se prouver, et évitement, éviter de perdre la face ou sa réputation. Finalement, il y a la motivation extrinsèque, qui peut être sociale ou matérielle. Donc, souvent, on connaît intrinsèque, extrinsèque, mais ce qui est important, c'est les déclinaisons entre également. Donc, la motivation extrinsèque en milieu de travail, on va souvent penser au salaire, au bonus, avantages sociaux. Oui, ça, c'est la partie matérielle, mais ça peut aussi être social. Si votre patron arrive dans votre cadre de porte et il vous dit « le rapport, je l'attends à 4 heures aujourd'hui », c'est quelque chose qui est extérieur à vous, ce n'est pas matériel, ce n'est pas tangible, mais vous ressentez cette pression-là. Donc, elle peut à la fois être sociale et matérielle. Et dans les deux cas, social, matériel, ça peut être
approche, par exemple, vouloir plus d'argent ou évitement, vouloir éviter de perdre son emploi. Je vais vous montrer comment on le mesure un petit peu plus tard. Finalement, il y a l'absence de motivation ou la démotivation. Souvent, c'est des gens qui sont en épuisement, en fatigue. Lorsque les gens disent « Il me semble que je savais pourquoi je faisais mon travail, mais j'ai comme oublié pourquoi je le fais. J'ai perdu ma boussole ou mon compas intérieur. » Souvent, les gens sont démotivés ou amotivés. Il y a une raison pourquoi on met les types de motivation dans cet ordre-là. C'est que la recherche, si on synthétise, ça montre que les motivations intrinsèques et identifiées, lorsqu'on a du plaisir à faire nos tâches, lorsqu'on agit par intérêt, par satisfaction, ou encore qu'on agit en concordance avec ses valeurs, ça va augmenter une constellation de variables positives qui sont psychologiques, physiques, interpersonnelles, puis voire sociales. Donc, globalement, plus vous faites une tâche, plus vous travaillez par plaisir ou par sens, vous allez avoir de l'énergie, vous allez être concentré, vous allez vivre des épisodes de flow. Il y a des enquêtes qui vont montrer que ça diminue votre taux de cortisol ou d'immunoglobine. Ça va aussi augmenter votre performance intra-rôle et extra-rôle. Donc, vous allez bien faire votre travail, puis vous allez aussi émettre des comportements de citoyenneté organisationnelle. Puis dans différents contextes, la théorie de l'autodétermination, ça ne se limite pas au travail, là, ça a été testé dans une multitude de domaines, entre autres en sport, où c'est relié à des comportements plus adaptatifs. Là où ça devient intéressant pour le monde du travail, c'est qu'on va souvent, les gens vont se dire, oui, mais on travaille pour l'argent, c'est normal, c'est une sphère de vie où est-ce qu'on va chercher notre argent, puis c'est dans ma vie personnelle qu'on s'éclate. Vous voyez les résultats. Plus les gens sont là pour le titre ou le prestige de l'occupation, plus les gens vont accorder de l'importance au salaire, au bonus, aux avantages sociaux ou encore à l'image qu'ils dégagent d'eux-mêmes, ça va être relié à plus de burn-out, d'épuisement, de cynisme, de dépersonnalisation. Ça va être relié également à plus de distraction. La performance dans les cas de motivation introjectée et extrinsèque, il y a parfois une corrélation positive, mais c'est souvent la plus faible des 4 types de motivation. Donc, ça ne veut pas dire que c'est entièrement mal, mais ce ne sont pas les meilleurs types de motivation au travail que comme dans d'autres domaines. C'est aussi relié à des comportements non adaptatifs. Il y a des enquêtes qui vont mesurer si vous prenez des médicaments, du café, des cigarettes. Bien, si vous augmentez ces types de motivation-là, vous allez augmenter votre consommation de café, médicaments, cigarettes. Donc, c'est relié à des comportements non adaptatifs. La théorie de l'autodétermination, globalement, va tenter d'augmenter ces bons types de motivation-là et de diminuer les mauvais types. Lorsqu'on le situe dans le cadre de la psychologie positive, ce qui est le fun de la théorie de l'autodétermination, ça fait 40 ans que c'est testé dans différents domaines et ça agit sur les 2 fronts à la fois. Il faut augmenter ce qui est en haut et diminuer ce qui est en bas. Là, on va se concentrer sur qu'est-ce qui cause les bons types de motivation ou qu'est-ce qui permet de diminuer les mauvais types de motivation. La théorie de l'autodétermination postule qu'on a 3 besoins psychologiques qui sont innés et universel à satisfaire pour augmenter le fonctionnement optimal. C'est les besoins de compétence, d'autonomie et d'affiliation. Le besoin de compétence, c'est de sentir qu'on se fixe des objectifs et qu'on les atteint, qu'on surmonte les obstacles. Le besoin d'autonomie, ce n'est pas d'être lâché lousse dans la nature puis de faire ce qu'on veut, c'est de percevoir des choix à l'intérieur de certaines règles et limites. Et le besoin d'affiliation, c'est le sentiment d'avoir des relations interpersonnelles mutuellement satisfaisantes. La recherche va montrer que si vos besoins sont satisfaits, vous allez avoir du plaisir, du sens, qui amène des conséquences positives. Ça, c'est comme si votre cerveau était capable de consommer des fruits et des légumes. Lorsque le cerveau ne peut pas avoir de fruits et de légumes, lorsque les besoins sont frustrés, il se rabat sur du McDonald's, puis du McDonald's pour l'esprit, c'est l'orgueil et l'argent. Lorsque les 3 besoins sont frustrés, lorsque vous n'avez pas de marge de manœuvre, lorsque vous n'avez pas les outils pour vous réaliser, puis lorsque vos collègues activement vous repoussent, sur quoi vous vous rabattez? Sur des stratégies compensatoires de réputation et de salaire ou d'argent. Donc, vous allez vouloir augmenter ce qui est en haut, diminuer ce qui est en bas. Les différents leviers, sans entrer dans le détail, ça s'organise de façon hiérarchique. Moi, je me base sur le Multi-Dimensional Personality and Context Model. C'est le modèle de Ken Sheldon. Je pourrais vous donner la référence. Mais ça
place les leviers, que ce soit le travail que vous faites, les relations interpersonnelles, comment vous êtes traité par votre supérieur, le département, le pays. Donc, on organise les leviers de façon hiérarchique. Donc, globalement, la théorie de l'autodétermination va vouloir augmenter ce qui est en haut et diminuer ce qui est en bas et, idéalement, faire les deux en même temps. Je vous montre des résultats de recherche. Ici, c'est un article qu'on a publié avec Stéphanie Austin, Claude Fernet et Sarah Geneviève de l'UQTR, où vous avez toute la séquence de la théorie de l'autodétermination. Lorsqu'on vous fait des demandes au travail, qu'elles soient physiques, psychologiques ou émotionnelles, ça augmente la frustration de vos besoins. Lorsqu'on vous en demande trop, vous ne vous sentez pas compétent, vous ne percevez pas que vous avez de marge de manœuvre, vous ne prenez pas le temps de converser avec vos collègues. Ça va augmenter votre motivation contrôlée, qui est une combinaison de introjecté et extrinsèque, ce qui va augmenter la détresse psychologique, augmenter les plaintes somatiques, diminuer l'engagement et diminuer la performance. Si on va avoir des travailleurs performants et heureux, il faut augmenter les ressources parce que les ressources vont satisfaire les besoins psychologiques. Mon employeur me soutient, je peux faire un bon travail, je suis capable d'avoir des relations interpersonnelles satisfaisantes. Ça augmente le plaisir et le sens, ce qui va augmenter l'engagement et la performance. Ici, c'est une méta-analyse qui montre que si vous voulez être bien dans votre corps et si vous voulez être bien dans votre tête, l'ingrédient actif magique, c'est la perception de soutien. Ça va passer par vos 3 besoins, ce qui augmente les bons types de motivation, ce qui va augmenter votre santé psychologique et santé physique. Ça, c'est pour la portion recherche. On va aller voir dans la vraie vie, est-ce que c'est bénéfique la théorie de l'autodétermination? Une des variables qu'on me demande tout le temps en business, c'est bien beau que mes employés aient du plaisir et qu'ils trouvent du sens, mais est-ce que c'est rentable? On a publié un chapitre dans le Oxford Handbook of Work Engagement, Motivation and SDT, où on a fait des analyses d'utilité économique qui montrent que d'investir, chaque dollar investi pour augmenter les bons types de motivation peut rapporter jusqu'à 3,19. Donc, l'argument économique est là. Étonnamment, pour vouloir faire de l'argent, il ne faut pas que nos employés veulent faire de l'argent. Il faut que ce soit là par plaisir ou par sens. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, la province voisine, a entièrement basé sa stratégie de santé mieux-être sur les 3 besoins de compétences, d'autonomie et d'affiliation. C'est la portion santé psychologique et résilience que vous voyez. Et ils vous donnent même tous les outils de leur programme de santé mieux-être. Vous pouvez le trouver sur Internet gratuitement. En 6 ans, ils ont sauvé 11,5 millions de dollars en réclamation d'assurance en se concentrant sur les 3 besoins. Donc, ça semble fonctionner dans la vraie vie. Il y a aussi Stimulus, la firme d'évaluation des risques psychosociaux basée à Paris. Ils ont aussi une antenne à Montréal. Ils ont utilisé nos questionnaires. Eux utilisent la motivation autonome comme levier d'action. On vient de publier un article dans Humains et Organisations avec leurs données qui montre que plus vous avez une motivation autonome, plus vous appréciez votre employeur, moins vous voulez quitter et plus vous voulez contribuer. On a aussi un partenariat de recherche avec les Forces armées canadiennes. Les Forces armées canadiennes, ce qui est particulier, c'est que si vous faites votre baccalauréat dans l'armée, ils vous payent pendant 5 ans jusqu'à l'obtention de votre diplôme. Mais les 5 ans qu'ils vous ont payés, ils vous demandent de les rembourser, entre guillemets, en demeurant 5 ans dans l'armée. Après 5 ans, c'est là que se trouve le plus gros taux de roulement. Mais si vous aimez votre emploi et vous savez que vous contribuez à une mission plus large que vous, vous n'allez pas quitter les Forces armées canadiennes. Donc, ils agissent sur les leviers de motivation autonome pour conserver la main-d'œuvre et ça peut leur faire sauver beaucoup d'argent. Par exemple, un pilote de F-18, ça peut prendre 6-7 ans avant qu'il soit entièrement formé. Ça serait le fun qu'il reste un autre 6-7 ans, sinon plus. L'échelle de mesure des motivations, je vous donne quelques résultats de recherche. L'article, la première fois qu'on l'a validé, c'était dans 7 langues, dans 9 pays, avec 3435 personnes. Je vous épargne les détails statistiques, mais je vous montre la structure factorielle. Donc, vous avez la démotivation, la motivation extrinsèque qui peut être soit matérielle ou sociale, motivation introjectée, identifiée et intrinsèque. Les alphas de Cronbach sont bons, le continuum est bien respecté. Je pourrais vous envoyer l'article si vous voulez. Je vous montre quelques antécédents des motivations puis des conséquences que l'on peut prédire en milieu de travail avec la théorie de l'autodétermination. Vous voyez ici, j'ai mis les plus ou les moins en grosseur pour indiquer la force des corrélations. Essentiellement, si on veut augmenter les motivations intrinsèques et identifiées, il faut satisfaire les 3 besoins. Il faudrait que notre patron ait un leadership transformationnel et qui ne nous donne pas de récompense de termes de bonus.
Si notre leader est passif, ça va effriter notre plaisir et notre sens. Puis si l'organisation du travail est stimulante, ça va augmenter les bons types de motivation. Donc, les leviers qui peuvent activer le plaisir et le sens sont relativement bien documentés. En retour, qu'est-ce que ces motivations-là prédisent? Donc, on a mesuré la vitalité et l'épuisement. Donc, vous voyez que le plaisir et le sens vont vous donner de l'énergie et aussi tenir à l'écart l'épuisement. On a mesuré la performance en proficiency, adaptivité et proactivité, 3 sous-composantes, puis on voit que c'est le sens qui mène à plus de performance que le plaisir. Dans le langage commun, on va souvent croire que le plaisir, c'est ça qui va stimuler la performance, mais pas nécessairement. Lorsque vous croyez à quelque chose, vous allez vous investir. Ça va être aussi très fortement relié à l'effort, plus que le plaisir. Ça va également diminuer l'intention de quitter. Ça, c'est les résultats de recherche. On l'a testé tout d'abord en 7 langues, mais on l'a maintenant en 22 langues différentes. Et la structure factorielle est la même. Là, on vient de recevoir les données en estonien. Ils ont collecté des données avec les forces armées de l'Estonie. La structure factorielle est la même. Ce qui est fantastique de faire les analyses avec ça, c'est que vous voyez les items et vous ne comprenez strictement rien. Mais lorsque vous testez au niveau statistique, ça sort exactement comme en français. Donc, moi, je suis absolument sidéré de voir dans toutes ces langues-là, la structure factorielle est la même. Donc, oui, il y a des différences culturelles, mais lorsqu'on les teste de façon statistique, c'est comme si on levait le capot de l'être humain et on regarde le cerveau. Un cerveau estonien, ce n'est pas différent d'un cerveau français ou québécois. Donc, les antécédents et les conséquences dans ces langues-là sont sensiblement les mêmes. Donc, ça, c'est le volet recherche, mais on avait beaucoup de consultants qui nous demandaient une échelle basée sur la théorie de l'autodétermination et on en a produit un. Donc, on l'appelle le MWMS pour Multidimensional Work Motivation Scale. Vous pouvez vous le procurer. Je vous donne des exemples de pages qu'il y a dans le rapport. Donc, vous avez un rapport maintenant auto-interprété. Vous pouvez mesurer vos propres motivations avec les 19 items. Vous avez, par exemple, le candidat numéro 1, un homme de 44 ans qui a quitté son poste récemment. Il veut se partir à son compte, puis il voulait analyser ses motivations. Il y a 2 graphiques différents dans le rapport. Le premier va vous classer selon 4 cadrans différents. Vous avez hautement motivé, engagé, satisfait, motivé par le plaisir et le sens, motivé principalement par les récompenses et possiblement insatisfait, et amotivé et fortement insatisfait. Donc, sur la base de vos résultats, on vous classe dans l'un des 4 cadrans. Ça peut vous donner des indications. Ensuite, vous avez les 5 sous-types de motivation et on vous compare à l'échantillon de 3500 personnes en étant soit très faible, faible, moyen, élevé ou très élevé. Donc, dans ce cas-là, vous avez quelqu'un qui veut se réinvestir. Vous voyez que la motivation identifiée est très élevée. Cette personne-là qui veut se réorienter, elle connaît son pourquoi dans la vie. Elle a très clairement une direction. Toutefois, motivation extrinsèque, vous voyez, c'est faible. Sur la base des résultats que je vous ai dit, ça ne soit pas un problème, mais cet individu-là n'a aucune connaissance comptable et c'est sa blonde qui fait sa comptabilité. Donc, quand il a vu ça, motivation extrinsèque, il dit « Oui, peut-être ma motivation extrinsèque est trop faible. » Donc, ça l'a renseigné dans sa démarche. Je vous donne un deuxième et dernier cas. C'est des cas réels, soit dit en passant, je n'ai juste pas donné les noms. Ici, vous avez une femme, toujours 44 ans, c'est une gestionnaire qui est appréciée et aimée de son équipe. Elle aime son équipe et son employeur. Dans son parcours, elle change d'emploi environ à chaque 4 à 7 ans pour renouveler son énergie, créer du renouveau. Puis elle se questionne, ça ne devrait pas changer d'employeur. Donc, elle est rendue au stade où elle doit choisir. Elle s'est rendue compte qu'elle était peut-être là pour les mauvaises raisons et que la démotivation était très élevée. En voyant ces résultats-là, elle a remis sa lettre de démission. Donc ça, c'est 2 exemples. Je vous donne différents domaines d'application. Ça, c'est basé sur les gens qui ont utilisé l'échelle. C'est les raisons pour lesquelles ils nous ont mentionné qu'ils utilisaient l'échelle. C'est assez varié. En guise de conclusion, la théorie de l'autodétermination, si vous voulez que ça aille bien dans votre vie, vous devez augmenter le plaisir et le sens et diminuer ou tenir en garde à des niveaux relativement raisonnables les motivations introjectées et extrinsèques. Puis pour vous montrer qu'en recherche, on n'a rien inventé, mais qu'on a comme spécifié une intuition que l'être humain avait depuis longtemps,
Je vous laisse avec une petite pensée de Confucius qui a dit « La personne qui prend plaisir à travailler ne travaillera plus jamais ». Merci beaucoup de votre attention.